Salut tout le monde, c'est Antoine. Alors, je suis désolé pour les conditions d'enregistrement de cette vidéo, je suis dans le train, j'espère que le son est pas trop mauvais, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous faire cette vidéo d'introduction, puisque hier, lundi 28 mai, j'étais l'invité de CNews pour parler de tout un tas de sujets. Il y avait la mort de Serge Dassault, il y avait la naturalisation de Mamoudou Gassama, il y avait les grèves à la SNCF, le procès du bijoutier de Nice, et puis il y avait aussi la baisse du nombre de fumeurs en France. Donc c'était une émission assez longue dans laquelle on a pu aborder de nombreux sujets. Je pense que le débat était assez intéressant, même si parfois il était un peu houleux et que je pense pour certains d'entre vous c'est assez compliqué de suivre ce genre de débat parce que je vois beaucoup dans les commentaires que vous me dites que vous trouvez les gens insupportables sur les plateaux. Mais bon, en tout cas, je vous passe cette vidéo, je vous invite à la regarder en entier, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, puis je vous retrouve à la fin. Dans Punchline ce soir, on va balayer l'actualité du jour. On est avec Hugues Rançon, député de La République En Marche de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Front National. Bonsoir. Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique. Bonsoir. Habitué de l'émission. Bonsoir. Christophe Pierrel, ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Élysée. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi monsieur Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue. On va évidemment parler de l'incroyable journée de Mamoudou Gassama qui va être naturalisé français. Mais avant cela, Serge Dassault, le géant de l'aéronautique et de l'armement qui est décédé à l'âge de 93 ans. Il est mort d'une crise cardiaque, Patrice nous l'a dit il y a quelques instants, dans son bureau du rond-point des Champs-Élysées, cet après-midi. Il avait quitté la tête de son groupe d'aviation en 2014. Il y a beaucoup de réactions politiques, celle d'Emmanuel Macron il y a quelques instants, celle de Nicolas Sarkozy qui parle de la perte d'un ami. On va écouter ce que disait, avec la disparition de Serge Dassault, vous avez le communiqué de Nicolas Sarkozy. On va écouter ce que disait Serge Dassault. C'était en 2012. Il décrivait cette société où il y a à la fois des riches et des pauvres. Dans une société, il faut des riches et des pauvres, tout le monde. Si on dit les riches dehors, ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Qui a investi? Qui crée des emplois? On dit on va voir la relance. Mais qui va faire la relance? C'est ceux qui ont de l'argent, qui investissent, qui ont conscience de la France. C'est pour les emmerdants. On leur pris quand tout leur fric, on leur fait encore c'est idiot. Jean-Claude Dacier, Serge Dassault, pour vous, c'est quoi? Un patron de presse? C'est d'abord un industriel? Il y a ce qu'il dit, et ce qu'il essayait de faire passer dans ses organes de presse, notamment dans le Figaro, mais il y a ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un grand bonhomme, parce que faire le Rafale, avion semble-t-il aussi bon que les avions américains ou autres, peut-être meilleur, on peut peut-être lui reprocher peut-être de ne pas avoir été assez européen dans son approche, mais il a fait un avion français magnifique et meilleur que sans doute les avions de guerre américains. Et puis il a fait aussi, permettez-moi de le dire, il a fait de ces grands journaux, et notamment du Figaro. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale du Figaro, mais c'est un très bon journal. Donc voilà, le bonhomme avait sûrement plein de défauts, autocrate, homme plein de certitudes sans doute, mais il a fait tellement de choses magnifiques que grand bonhomme. Le grand son. Oui, moi je veux surtout retenir le parcours d'un capitaine d'industrie qui a su créer des emplois dans ce pays, qui a su défendre justement l'industrie aéronautique, qui est devenu patron de presse. Je crois que créer des emplois, on le sait, c'est difficile. Assurer le fait que les employés aient une fierté d'appartenance à une entreprise, c'est aussi assez difficile. Il est mort à 93 ans derrière son bureau, dans son lieu de travail. C'est tout un symbole, je crois, au-delà de divergences politiques ou de jugements de valeur qu'on pourrait avoir sur telle ou telle des positions de Serge Dassault. Je crois que c'est quand même un grand nom qui aujourd'hui disparaît. Alors, Christophe Pierrel, un jugement plus nuancé ou pas? Oui, un peu sur la partie, mais je reconnais effectivement le patron d'industrie et l'innovation et tout ce que ça a apporté, le groupe Dassault a apporté, et notamment de l'emploi en France. Sa déclaration de tout à l'heure montre que ce qu'il a moins bien fait, c'est quand même la politique. Et je crois que cette déclaration a été faite devant le siège de l'UMP à l'époque. Évidemment, c'est pas ce qu'on retiendra de meilleur. Non plus d'ailleurs les quelques affaires qu'il avait quand même derrière lui. Donc je pense que oui, nuancé évidemment, essayons de garder le meilleur, mais n'oublions pas ce qui s'est moins bien fait. Grand capitaine d'industrie, le reste est sans doute pas aussi bon que ça. Sébastien Chenu. Oui, c'est la France qu'on aime. Il y avait un côté un peu désuet, effectivement, dans la vision qu'avait probablement Serge Dassault aujourd'hui de l'activité de chef d'entreprise, mais c'est quand même la France qui crée des emplois, c'est le côté cocardier qu'on apprécie. Moi, je préfère évidemment l'industriel à l'homme politique, qui avait des toccades, son obsession de la suppression de l'ISF, etc., on les connaît, mais c'est quand même la capacité à porter le drapeau français très loin, sur tous les continents. C'est ça, la maison Dassault, et j'en profite pour saluer la famille Olivier Dassault, qui est nos collègues parlementaire et qui lui aussi préside aux destinées de la société de la maison Dassault. Antoine Léaumont, pour Jean-Luc Mélenchon, évidemment, pareil, un jugement nuancé.
Oui, non, mais un jugement nuancé. Effectivement, moi, je partage ce qui est dit sur l'industriel et en particulier sur la Rafale. Et d'ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec vous pour dire que c'était une erreur de ne pas l'avoir fait avec l'Europe, puisqu'il a permis d'assurer l'indépendance et la souveraineté de la France en matière d'armement aérien. Mais par contre, je suis désolé, Serge Dassault, c'est la caricature de l'ultra-riche qui possède un média de presse, quoi. Qui en plus l'assume comme tel, qui dit « je veux un média pour pouvoir faire passer mes idées et les objectifs de mon groupe ». Donc oui, salut à l'industriel. En revanche, pour le patron de presse milliardaire qui veut faire passer ses idées dans son journal, j'aurais plus de critiques à faire, effectivement. La France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. C'est aussi ça, Monsieur Dassault, c'est aussi cette industrie, ces emplois en France. Et ça, c'est indéniable. Oui, mais ça, je vous l'ai dit. Sur ce point-là, j'ai pas de souci. En revanche, sur le partage des richesses, sur le fait de maintenir un média pour y faire passer ses idées, j'ai plus de problèmes. Allez, voilà pour cet hommage à Serge Dassault. On va passer à ce héros français, l'incroyable journée de Mamoudou Gassama. Il sera votre invité tout à l'heure à 21h, Patrice. Il va raconter à la fois cette histoire incroyable qui, depuis samedi 20h, a fait de lui un véritable héros. Il racontera aussi chez vous, et on l'écoutera, son parcours. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a traversé avant d'arriver dans notre pays? Une décision exceptionnelle a annoncé Emmanuel Macron de le naturaliser. On va retracer en images cette journée incroyable de Mamoudou Gassama. Moi, je me suis sorti, j'ai vu les enfants, ils me laissaient, j'étais sur le balcon. Voilà, j'étais là-bas, je me suis couru pour venir, pour traverser la route. Voilà. Donc ça s'est passé en quelques instants. Après ça, je me suis peur quand je suis sauvé les enfants, les policiers sont venus, ils ont nous amenés au appartement. Comme ça, là, je suis tremblé. Voilà, j'arrive même pas à arrêter. Parce que vous avez réalisé. Voilà. Sinon, Dieu merci de sauver, voilà. Il a parlé avec moi, il a décidé de me mettre régulier, voilà, et de me cesser encore des boulots, voilà, c'est ça. Nous sommes très fiers parce que il a montré à tous du courage, il nous a montré une belle voie. Le caractère exceptionnel de ce geste justifiait la décision exceptionnelle que nous avons prise. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la France c'est une volonté et de l'engagement, et il l'a montré. Alors, Granson, c'est normal de le naturaliser aussi rapidement. C'est un héros. Et donc, avec cet acte de bravoure, il faut une mesure exceptionnelle. Oui, je pense que le président de la République l'a indiqué ce matin et a souhaité justement souligner le caractère héroïque du geste de Mamoudou Gassama vis-à-vis de cet enfant. Il a sauvé la vie d'un enfant au péril de la sienne. Et je crois qu'il a montré ainsi qu'il appartenait de fait à la communauté nationale. Appartenir à une communauté nationale, c'est précisément avoir ce genre de geste volontaire. Cela repose sur le volontariat. Il partage de fait les valeurs qui sont celles de la France et c'est surtout une incarnation d'un message de solidarité, d'un message de fraternité. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous très fiers de pouvoir considérer, et je le dis devant Sébastien Chenu, que l'immigration est une richesse et que chacun a quelque chose de positif à apporter à l'ensemble, pas forcément avec des gestes aussi héroïques, mais qu'il faut considérer que chacun peut apporter quelque chose de positif à l'ensemble de la communauté nationale. Alors, est-ce que vous le concédez, ça, à Sébastien Chenu, ce que vient de dire Granson? Voilà, encore une fois. Moi, je ne veux cette pas. Richesse je ne veux nous pas. amener les Non, ça c'est autre chose. Le débat sur l'immigration, une richesse pour la France, c'est bon. Moi, j'ai compris depuis longtemps que ça n'en était pas une en tant que telle. Ça, c'est un tract. Mais je ne veux pas m'égoter. Non, c'est une réalité. Non, que l'immigration soit une richesse pour la France. Non, madame, ça c'est une appréciation. C'est pas une réalité. C'est une appréciation politique. C'est la vôtre, c'est pas la mienne. Je ne veux pas m'égoter. C'est pas une appréciation politique, non. Non, mais bah si. Non. Que l'immigration soit une richesse pour la France, c'est une appréciation politique. Oui. Ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Très bien. Je vous la laisse. Je ne veux pas m'égoter sur ce qu'a fait ce jeune homme. Il a commis un acte de bravoure et la République, et c'est tout à son honneur, doit le récompenser en le régularisant. Je trouve ça très bien. Vous n'êtes pas d'accord au FN là-dessus? Si, parce que... Pas tellement. Si, tout à fait d'accord. En le régularisant, je trouve ça très bien. J'ai entendu, parce que vous avez dit aussi qu'on allait en plus le naturaliser. Donc c'est régularisé plus naturalisé. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu récupération quand même, l'espèce de filet garni et on vous remet la nationalité française et un logement et un boulot et une médaille et une place à votre nom. Très bien, d'accord. C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience. Mais il faut, si on est exigeant avec les gens et si on récompense les gens qui se tiennent bien, il faut de l'autre
côté, que ce soit exactement la même chose avec ceux qui se tiennent mal. C'est-à-dire expulser ceux qui se tiennent mal et qui sont clandestins. C'est quoi se tenir mal pour vous en fait? Ceux qui commettent des méfaits, ou par exemple qui sont fichés S. Ça, je pense que c'est plutôt se tenir mal, voyez-vous, être fiché S quand on est étranger en France. On est d'accord. Eh bien, il faut une politique équilibrée. On n'y est pas. Alors, Christophe Pierrel, allez-y. On sent que ça gêne le Front National non. un petit peu quand il y a des gestes comme ça. Non, faut pas être mesquin, il est très bien ce garçon. Mais voilà, il faut regarder ça tel que c'est-à-dire un acte héroïque, c'est magnifique, c'est des belles histoires françaises aussi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ce qu'on est capable de porter, ça fait partie de nos valeurs de la République. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de regarder ça avec un autre regard. Mais on se donne pas de bonne conscience aussi avec ce cas-là, Christophe Pierrel, encore une fois. Voilà, la question derrière, c'est pas que un peu, j'aimerais quand même qu'à un moment, ça ne masque pas la forêt. C'est-à-dire que là, on sauve un enfant, mais quand certains vont sauver des enfants, par exemple, en Méditerranée ou à la frontière avec l'Italie, ils sont considérés comme des passeurs et non pas comme des sauveurs. Et ça me dérange. Que la loi immigration aujourd'hui qui a été votée emprisonne de plus en plus, notamment des familles, cela me dérange. Que, effectivement, on ait laissé des gugus de génération identitaire au col de l'échelle dans notre pays faire la chasse aux migrants, tout ça, ça me dérange. Donc, effectivement, je trouve que ce pays, aujourd'hui, se radicalise. Eh bien, ce genre d'exemple, ce cas de cette personne, de ce héros, eh bien, donne envie justement de croire qu'on est capable d'intégrer, qu'on est capable de croire justement que finalement, oui, l'immigration a quelque chose de bon et que finalement, on peut apprendre des belles choses de tout le monde. C'est un héros de tous les Français et je crois que c'est ça qu'on doit retenir de cette journée. Antoine Léaumont, est-ce qu'il y a de la récupération politique selon vous autour de ce cas? Oui, clairement, mais d'abord je voudrais répondre à la première question que vous aviez posée qui était est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que c'est une bonne chose et ça a un immense avantage, c'est que ça permet de parler de l'immigration de manière humaine. Parce que quand il raconte son histoire, quand il dit ce qu'il a traversé, il raconte qu'il est parti du Mali, qu'il a traversé la Libye, qu'il est arrivé en Italie et que dans toutes ces étapes, il a été arrêté, frappé, battu, et il raconte ce que c'est que l'immigration. Et il explique très bien que l'immigration, c'est pas un choix, que les gens ils partent pas par plaisir ou en comparant le code du travail ou en comparant les droits sociaux ou je ne sais quel appel d'air dont on entend parler de temps en temps. Et en réalité, il montre bien aussi que l'immigration c'est plutôt un ventilateur qu'un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y a des causes du départ qui sont plus fortes que la volonté d'arriver quelque part. Là, il raconte très bien cette histoire, celle d'un périple, et je pense que à la lumière de ce qu'il raconte, on doit se souvenir nous que nous avons un devoir d'accueil et un devoir d'accueil qui doit être fait de manière aussi importante que ce que peut faire la France, qui est quand même la 5e puissance du monde. Quand vous voyez la situation au Liban, par exemple, au Liban, ils ont accueilli, depuis le début de la guerre en Syrie, 800 000 réfugiés. Ça représente à peu près 25% de la population libanaise. Vous vous rendez compte de l'effort qu'ils font? Et nous, en France, on a une espèce d'extrême droite un peu rance qui essaye d'attiser les peurs sur les gens qui viennent, alors que la méthode la plus efficace de les intégrer, c'est quand ils arrivent, de les accueillir et de voir comment on peut faire pour les intégrer efficacement, de prendre en charge notre rôle qui est celui d'une grande puissance. Et je veux dire, qu'on veuille le faire ou pas, on va devoir le faire. Il va y avoir 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 selon l'ONU. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les accueillir? Mais oui. Voilà. La seule solution sera de les accueillir. L'autre solution, c'est de les repousser à la mer. Accueillir 250 millions de migrants climatiques? Absolument. On a déjà. Mais écoutez, il va falloir avoir les reins solides. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous voulez faire quoi? Des murs? Vous voulez les jeter dans la mer? Sérieux 2 minutes? Explique. Soyez sérieux. Accueillir 250 millions de migrants. Soyez sérieux 2 minutes. Grand son, il va falloir avoir les reins solides. Soyez sérieux 2 minutes vous-même. Dites-moi ce que vous faites à part des murs. La politique de co-développement. Allez, la réponse de Sébastien Chenu et Jean-Claude Dacier ensuite. Oui, la réponse de Sébastien Chenu. Allez-y. La politique de. Ce que vous faites à part les jeter à la mer. Ou construire des murs. La politique de co-développement, ça existe. Et nous avons réclamé des crédits supplémentaires pour cette politique de co-développement. Et dans le dernier budget, il n'y en avait pas. Donc vous voyez, ça fait partie des propositions qui peuvent être faites. Je vais terminer mon propos si vous me le permettez. Je vais terminer mon propos si vous me le permettez. L'acte de ce héros n'efface pas tous les problèmes d'immigration en France. Cet acte, ce type est héroïque, très bien, on le remercie, très bien, on le valorise, on le régularise, très bien. Enfin, ça n'efface quand même pas tous les problèmes liés à l'immigration dans ce pays. À un moment, on atterrit. Et la dernière, et l'autre chose, est-ce que vous pensez que tous les héros doivent être traités de la même façon?
précisément, Oui. vous parlez des Alors problèmes. pourquoi le président Macron, je termine mon propos, Allez-y. pourquoi le président Macron, par exemple, ne reçoit-il pas toutes celles et tous ceux qui, presque chaque jour, en tous les cas, de façon hebdomadaire, sauvent des vies. Vous savez, Hugues Rançon, vous êtes parlementaire comme moi, l'Assemblée nationale, un agent de l'Assemblée, aujourd'hui est paralysé à vie, handicapé à vie, parce qu'il a essayé de sauver une femme âgée qui se faisait détrousser. Il y a des héros de la vie ordinaire partout, ils ne sont pas tous reçus à l'Assemblée nationale. Je veux bien qu'on fasse de ce monsieur un acte fort, qu'on dise que c'est un héros, pourquoi pas, très bien, mais je ne veux pas que derrière, on se dise qu'il n'y a plus aucun problème. Le pas d'amalgame, vous voyez, ça marche dans tous les sens. La réponse du Ça Grand marche Son, et après des deux j'aimerais côtés. entendre Jean-Claude Dacier sur ce sujet. Précisément, je regrette qu'évidemment, face à un acte aussi héroïque et aussi beau, on puisse retomber aussi facilement dans les caricatures du débat politique. C'est la que vie précisément, vous ramène à la réalité. s'il est possible d'exprimer une idée, je pense qu'il est important justement d'en tirer un enseignement. Qu'aujourd'hui, le message de l'immigration, c'est de considérer que ça peut être une richesse et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un acte aussi exceptionnel que celui-là pour le reconnaître. Que vous dites, cher Sébastien Chenu, que au-delà de ce cas-là, l'immigration est un problème. Je vous précise qu'il y a eu Lassana Bathily lors de l'hypercachère, que nous avons aujourd'hui. Justement, on va voir des Gassama, images que pendant que vous précisément parlez. les exemples sont légion. Oui, Dans on les a moments- Léonard de Vinci aussi. Dans les Je moments suis les d'accord, plus bien graves, sûr. comme dans les tracas du Non, mais quotidien, et c'est qu'aujourd'hui, ridicule, ça. le sujet est celui du vivre Oui, ça, ensemble. c'est ridicule. Le sujet est celui, en effet, de pouvoir permettre... une Regardez juste inclusion. Hugues Rançon, écoutez, juste regardez la vidéo de Lassana Bathily et Mamoudou Gassama, voilà, les deux héros français sans papier. Voilà, une belle image, évidemment. Je voudrais juste que Hugues Rançon termine son propos, si vous l'avez terminé. Non, voilà, je l'ai terminé. Je pense Et Jean-Claude précisément Dacier. que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une société inclusive où chacun peut trouver sa place. Aujourd'hui, la question, si c'est de savoir s'il avait ou non ses papiers, quel est le sujet administratif, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que ce garçon-là a sauvé une vie, que ce garçon-là appartient de fait à la communauté nationale et à la communauté de nos valeurs. Réjouissons-nous précisément que nous puissions vivre aujourd'hui avec ces messages de solidarité et de fraternité et que chacun a apporté quelque chose de positif à l'ensemble de la Jean-Claude communauté Dacier, est-ce que nationale. vous allez être positif sur cette Pour une affaire? fois, je vais vous décevoir et je vais bien me garder de jeter de l'huile sur le feu. Ces messieurs s'en sont déjà chargés. Je ne vais pas en rajouter. C'est une magnifique histoire. Moi, je suis impressionné même par l'exploit physique. J'ai jamais vu un gars monter avec autant de facilité les étages, les uns après les autres. Il a fait un geste formidable. Il a sauvé la vie de cet enfant. Le président de la République a évidemment eu raison de le reconnaître, de le recevoir et de lui donner un titre de nationalité qu'il a bien mérité. En plus, avec la forme qui est la sienne, la capacité physique extraordinaire qui est la sienne, chez les sapeurs-pompiers, il Justement. sera formidablement bien accueilli. Mais franchement... Pas de politique c'est- là-dessus. Mais non, enfin, Mais tout ça n'est que politique. l'immigration dans ce pays, hélas, pose des problèmes un peu plus complexes que cela. On se félicite, c'est très bien. Ça ne va pas résoudre Attendez, les je problèmes veux juste des vous Français. faire écouter la réaction des sapeurs-pompiers de Paris et je vous passe la parole, Christophe Pirel. Ils vont arriver. Les sapeurs-pompiers, la brigade à pied. Ils sont par là, ils sont pas loin. Je le sens, on va Ils bientôt partagent nos valeurs. Ils partagent les valeurs d'altruisme. Ils partagent l'efficience dont on fait preuve en équipe en tant que pompier de Paris. Ils partagent la valeur de discrétion par le courage qu'il a témoigné en sauvant cette personne. Donc d'emblée, il a toutes les valeurs pour nous rejoindre. Il fait partie de la famille. Voilà, il fait partie de la famille. Oui, Très joli déjà partie message de la famille. des sapeurs-pompiers. Christophe Non, Pirel. mais je pense que les mots ont un sens et le fait de dire l'immigration est un problème commence à me bien sûr, gonfler. oui. Parce qu'en fait, c'est pas ça la question. Il y a des flux migratoires dans le monde. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des crises qui sont d'ordre géopolitique, de guerre, Là, on a fait qui des sont guerres, aussi des et qui sont aussi des questions, comme ça a été dit avant, environnementales. La Syrie, c'est la guerre. Il y a des flux à gérer, il y a des choses qui se passent, il y a des mouvements dans notre monde qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire ça n'existe pas, on ferme les frontières, on est 65 millions en France, on ferme... Dommage que vous ne l'ayez pas vu quand vous étiez à l'Élysée. Mais cher ami, combien en avez-vous intégré? Dites-moi le chiffre. Je peux faire Allons. juste. Je pense que Maintenant, dans l'opposition, c'est plus facile. Ne pas prendre le problème dans son ensemble et ne pas se poser la question Mais justement de justement. savoir comment on va gérer les flux, se dire juste c'est un problème. l'avez-vous fait C'est une solution. Donc voilà, il y a La cette petite histoire-là semaine. et puis il y a le problème dans son C'est une ensemble. solution à petite semaine, voilà. Et je suis d'accord. Il y a ben cette voilà. situation-là, c'est un héros. Débattons-en, Il y a une mais un situation autre jour. Il y a une situation d'urgence dans le monde qu'il faut Bien traiter. sûr.
Peut-être pas d'ailleurs Bien qu'au sûr, niveau bien sûr. national, parce que la question, elle va se traiter au niveau européen et au niveau mondial. Mais c'est pire que ça, parce que les accords de libre-échange qui sont mis en place par l'Union européenne et soutenus par le gouvernement d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, au passage, c'est des accords qui vont détruire les économies locales. Quand vous passez des accords sur les droits de pêche de l'Union européenne dans certains pays d'Afrique, eh ben vous détruisez l'économie vivrière locale et vous provoquez aussi potentiellement des ventilateurs, comme je disais tout à l'heure, vers l'immigration. Mais justement, monsieur Rançon, vous dites l'immigration est une chance. Moi, ça m'étonne parce que la politique que vous avez faite à l'Assemblée nationale, c'est l'inverse. Ça dit l'inverse. Ça augmente la durée de rétention administrative. Ça place des enfants en prison. Il y en a eu 275 en 2017. Il n'y a pas d'enfants placés en si, prison. 275 en 2017. Des centres de rétention. C'est l'équipe. Oui, en centre de rétention, Oui, si les vous voulez. bons Bah, vous avez pardon. vu à quoi ressemble un centre de rétention ? Oui, je vous Allez-y si vous Oui, voulez. merci. Allez-y voir ce que c'est qu'un centre de rétention. Vous n'aurez pas envie d'y aller. De faire Mais du coup, cette polémique dont vous avez non, mais l'habitude, moi, je vais vous reconnaître. non, c'est pas une s'il est polémique. possible de C'est pas une discuter polémique. et d'avoir un échange. C'est une Je vais c'est pas une reconnaître polémique. ce soir devant vous que, et C'est je pas une rejoins polémique, pleinement c'est une Christophe question, Pierret, parce que- le sujet des poussées migratoires se poussera avec de plus en plus de force, pas sur les Mais 5, oui. 10 ou 15 ans, mais à l'échelle de 50 ans, de 100 ans, sûr. évidemment, pour des raisons climatiques, pour des raisons Commerciales. développement, pour des raisons de géopolitiques. multiplication des zones de conflit, vous allez avoir ces poussées migratoires. Le sujet, c'est précisément comment on va s'organiser au niveau national, au niveau européen et au niveau supranational, parce que c'est une question qui Et ne tous les pourra peuples s'en se inquiètent. traiter. Mais précisément, les Français, les pour Italiens, régler, Pardon, pour régler, dire pour que régler- tout le monde de la lorgnette. Les Américains. Si vous Pour parlez régler- tous en même temps, on s'en sort pas. hein. simplement. Accueillons-les tous et il y aura Non, plus mais de c'est pas problème. ça. Mais C'est ridicule. Pour régler Dernier ce mot, problème- monsieur Léaumont. Pour régler ce problème au niveau international, il ne faut pas être dans des logiques multilatérales comme le propose monsieur Macron. Il faut un monde ordonné, c'est-à-dire qu'il faut organiser Monsieur Mélenchon cette a question sûrement la au baguette niveau. magique. Monsieur Mélenchon, non, attendez, juste, je voudrais savoir ce que vous avez dit parce que je n'ai pas entendu. Enfin, vous n'êtes pas dans un monologue. Non, mais il dit monsieur Mélenchon et j'ai voilà. pas entendu. Je vais vous en parler, moi, de monsieur Mélenchon et vous. Alors, allez-y. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous jetez des invectives les uns les autres. Tous vos patrons ont été aux responsabilités depuis 30 ans, ont mené exactement les mêmes politiques migratoires avec le même échec. Bah si, monsieur Mélenchon, il a même été ministre Monsieur du Mélenchon gouvernement était ministre Jospin. de- Monsieur Donc il était Mélenchon solidaire a été de... ministre de l'enseignement Donc, professionnel. eh bien, il était et solidaire de créé- l'action du gouvernement. Il a j'espère. créé la licence professionnelle. Non, mais vous C'était allez plutôt me une bonne terminer. pas si lointain. Donc, bah oui, c'est pour ça que je les ai C'était aux quittés. C'est responsabilités pour ça que je les ai aussi. quittés. C'est pour ça que je les ai quittés parce qu'ils n'ont pas rempli la mission pour laquelle j'avais tant d'espoir en eux. Donc ils ont mené les mêmes politiques, les mêmes échecs. Alors aujourd'hui c'est facile de dire on ferait autrement, vous feriez pareil, vous faites pareil. Et la réalité c'est que le problème se pose. Cette très belle histoire, moi je reviens à cette très belle histoire. Et on Parce qu'il ne faut pas être terminera là-dessus. mesquin. Mais oui. C'est une très belle histoire. Dacier l'a dit, c'est une très belle histoire. Mais elle ne doit pas Non. effacer le fait que de l'autre côté, il faut être exigeant des gens qui commettent des infractions alors qu'ils sont en situation irrégulière sur notre sol. Ça ne doit pas faire oublier tout ça. On ne dit pas dans le monde de oui, il y a des fichiers sur notre territoire. Mais on ne l'est pas. Oui, mais le problème c'est qu'on ne l'est pas. Le problème réservé aux personnes qui sont issues Le d'immigration. problème, c'est qu'on ne l'est pas. Laisse-moi terminer. Le problème, c'est qu'on ne l'est pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas intraitable avec toutes celles et tous ceux qui commettent des délits, que ce soit des Français et encore plus que ce sont des étrangers, c'est-à-dire des gens que nous avons accueillis sur notre sol. Je reviens au fichier S, qu'on pourrait, lorsqu'ils sont étrangers, qu'on Alors, pourrait Vous expulser. avez des choses, Voyez-vous des chiffres, des choses perceptibles qui Oui, nous permettent de enfin, dire ça. Mais oui, bien sûr. Non, mais pas de leçon. Vous avez un bilan. Bon, voilà, Oui, un oui, peu de modestie. c'est pas le problème du Non, mais bilan, c'est que vous présenter jetez d'abord choses des comme excuses ça. aux Français avant de Non, donner mais des vous leçons. présentez Voilà. des choses Bon, comme voilà. ça, là, comme si vous aviez des faits, des chiffres. Bah oui, bien sûr. Vous avez rien de concret. Intéressez-vous un peu à la réalité des dites-nous choses. quelque chose Allez, de concret, un allez-y, dernier je vous en mot. prie. Est-ce qu'il faut lui donner la Légion d'honneur? Tiens, Alexis Corbière propose qu'on lui donne la Légion d'honneur. Hugues Rançon. Bon, écoutez, moi je suis évidemment pour que la Légion d'honneur soit de toute façon toujours là pour Il récompenser y en a les qui l'ont, actes, qui la méritent pas vraiment. des actes réels qui sont en effet à mettre à l'honneur aujourd'hui. À l'évidence, il y a un geste et il y a un acte héroïque qui doit être salué comme tel. Donc je ne suis pas opposé, c'est pas à moi de le décider. Je crois qu'aujourd'hui déjà Naturaliser, c'est plus fort. la question de la ça régularisation l'intéresse en plus, effet et effectivement. de permettre à ce monsieur d'avoir la reconnaissance pleine et entière de la nation me paraît déjà être une très bonne chose. Si ça doit aller jusqu'à une autre Christophe décoration. Pierret. Non, mais je vais. Mais plutôt Citoyen que de d'honneur de faisons Montreuil. pas Voilà. trop. absolument. Plutôt que de l'honorifique, allons sur du concret et Un aujourd'hui travail. régularisons sa situation Non, mais administrative dans notre La pays. Légion d'honneur a été, on va dire, a été parfois donnée à des gens qui n'ont pas forcément. Et retirée, le mérite même, national. désormais. Et Retirée retirée pour désormais. certains d'ailleurs. Je trouve que Eh pour oui. une fois, elle est Très bien. totalement méritée. Patrice, un petit mot sur les réactions sur Twitter. Il y en a eu énormément, évidemment, depuis samedi soir. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux, encore une fois, que cette vidéo a été partagée des millions de fois. hein. Oui, ça a buzzé, comme on dit, ce week-end, l'acte héroïque de Mamoudou Gassama a touché les internautes. Parmi les 66 737 tweets publiés, un message sur 5 associe le nom de Mamoudou Gassama
au qualificatif de héros. On voit, on va se faire ses courbes, c'est signé VisiBrain. Et puis Nicolas Dupont-Aignan a eu une petite mésaventure. Alors Nicolas Dupont-Aignan, lui, il attaque un site satirique qui s'appelle Nord-Presse. Il porte plainte pour usurpation d'identité, diffamation suite à ce tweet. Je vais vous le dire, rien n'indique à ce jour si le clandestin malien qui a sauvé l'enfant ne cherchait pas à le kidnapper. Son enquête se poursuit avant de considérer Mamoudou Gassama comme un héros. Donc c'est un tweet, encore une fois, d'un site parodique qui a tenu à répondre à Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas, tu ne nous attraperas pas, on court trop vite. Voilà, bon, ça c'était la petite polémique avec Nicolas Dupont-Aignan. On va partir maintenant rejoindre notre envoyée spéciale Noémie Schulz. Elle se trouve au tribunal où se déroule aujourd'hui le procès de Stéphane Turc, bijoutier qui a tué d'une balle dans le dos un jeune qui venait de le braquer dans sa boutique en septembre 2013. Il s'enfuyait à scooter. Lors de l'audience aujourd'hui, Noémie, il y a une vidéo qui a été produite, que vous avez pu voir. Racontez-nous, visiblement, elle ne plaide pas en faveur du bijoutier. Non, même si cette vidéo, elle montre la brutalité de l'agression dont il a été victime. On voit les deux braqueurs entrer violemment dans la boutique, le pousser, le frapper avant de le tenir en joue avec un fusil à pompe. Un peu plus de 2 minutes plus tard, ces deux braqueurs, ils ressortent de la bijouterie. Et c'est ce qui se passe alors qui risque de peser dans ce procès. Stéphane Turc, donc le bijoutier, l'accusé, pistolet à la main, se dirige calmement vers la porte. Les deux malfaiteurs sont alors en train de fuir. On entend le scooter qui démarre et Stéphane Turc s'accroupit et tire 3 fois. Il blesse mortellement l'un des deux braqueurs, Anthony Asli. Le président l'a donc interrogé sur cette vidéo. Pourquoi vous ne vous êtes pas plutôt jeté sur un téléphone pour appeler la police? Pourquoi aller près de la porte? Dans un français souvent difficilement compréhensible, l'accusé explique: je voulais juste récupérer mes affaires, j'ai visé le scooter, j'ai réagi instinctivement. Il ajoute: j'étais menacé. Mais c'est cette menace justement qui n'a rien d'évident à ce moment donné. L'avocate générale souligne que le premier tir retentit 1 seconde après le départ du scooter. À la barre, Stéphane Turc, un homme âgé de 72 ans, s'énerve. C'est pas juste, faut pas oublier que je suis une victime, j'ai perdu ma vie ce jour-là. Sur le banc de la partie civile, les proches d'Anthony Asli sont exaspérés. Ils ont déjà été très éprouvés par la diffusion de la vidéo. Et l'un de leurs avocats lui répond très sèchement: nous, on a un mort. Merci beaucoup Noémie Schulz sur place avec Stéphanie Rouquier. On va écouter les réactions de la sœur du braqueur et de l'avocat de M. Turc. J'espère en plus que les jurés sont surtout saisis par la violence du braquage. Cette violence, elle est épouvantable. Moi, je considère que cette vidéo est édifiante, plus pour la défense que pour l'accusation. Ça conforte ce que j'ai dit il y a 5 ans. Mon frère ne l'a pas violenté. C'est clair, c'est prouvé, ça s'est montré. Mon frère n'était pas quelqu'un de violent. La seule chose que j'ai vue sur ces images, c'est les derniers mouvements de mon frère. Et c'est tout. Ouais, Jean-Claude Dacier, on est vraiment dans une affaire judiciaire compliquée, avec cette question de la légitime défense qui est au cœur des débats. Ça va être compliqué. La légitime défense, je pense, sera probablement en France. Aux États-Unis, ce sera un héros. En France, je pense que ce sera difficile à établir, mais je préfère le choix de la compréhension de l'acte, qui est condamnable, évidemment. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Le gars, il avait combien au moment des faits? 68, 69 ans. Il en était à sa énième braquage, je crois, que c'est pas le premier. Il se fait rouler de coups, bousculer, frapper le gars avec un fusil à pompe. Ils lui reprennent ce qu'il avait dans la caisse et les bijoux. Il a le geste qu'il a, sûrement condamnable, on peut le comprendre. On verra ce que décideront les jurés. Et je pense que majoritairement, dans leur tête, les Français pensent déjà au jugement qu'ils décideraient, eux, s'ils étaient à la place des jurés. Christophe Pirello, une balle dans le dos. Je suis assez fier qu'on soit en France et que justement ça ne se juge ni sur un plateau télé, ni dans la rue avec une arme. Il y a une justice en France et c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai pas à juger de ça. Ce matin, je regardais Christian Estrosi tweeter en disant qu'il fallait réformer la légitime défense, comme si le procès était déjà joué pour lui, c'est-à-dire qu'il allait être condamné et qu'il fallait du coup tout revoir. On fait de la politique sur des choses qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on n'a pas vu les faits, on n'a pas vu les éléments du dossier. Moi, je ne suis pas juge et c'est à la justice de décider ce qu'il en est. Et c'est pour ça que je suis assez content qu'on soit dans notre pays. Oui. Le grand son. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis parlementaire. Je ne suis ni juge ni procureur. Mais vous avez un avis de citoyen comme chacun d'entre nous. Le tribunal a statué sur la légitime défense. Je n'ai pas les éléments aujourd'hui pour savoir s'il y avait ou non légitime défense. Et c'est au tribunal de le décider. Je pense que, en effet, je suis plutôt heureux qu'on soit en France,
que les armes ne soient pas en libre circulation et que ce type d'événement soit heureusement exceptionnel. Et c'est à la justice de mon pays de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Exceptionnel, je ne suis pas sûre malheureusement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de faits divers de ce genre-là en France. Dieu merci, les bijoutiers qui aujourd'hui exercent une profession difficile et risquée ne tirent pas tous dans le dos de ceux qui veulent. Oui, donc vous avez un avis. Et si on devait faire juger les affaires uniquement par ceux qui sont concernés, effectivement, on aurait une justice populaire en France. Moi, je pense que ce n'est pas le cas de notre pays. Le débat sur la légitime défense et les conditions de son application est légitime. D'accord. Sébastien Chenu. Oui, il y a deux victimes dans cette affaire-là. Le délinquant qui a été tué, et puis le bijoutier dont la vie est ruinée, dont la vie est broyée, qui avait reçu, je crois, 1,5 million de soutien sur Facebook. Voilà, qui dirait ce qu'il aurait pu faire, etc. Nous sommes législateurs, on ne va pas commenter une affaire qui est en cours. En plus, tout ça mérite en tous les cas qu'on s'attache au sentiment d'exaspération qu'il peut y avoir dans le pays. Quand des agressions se multiplient, quand des cambriolages se multiplient, ça peut donner ce genre d'acte, on peut le regretter. Mais voilà, je pense que cette personne n'avait pas voulu tuer. Après, le débat sur la légitime défense, on peut l'ouvrir, peut-être pas au moment où il y a ce type de procès. Évidemment, Christian Estrosi qui tweet ça, enfin, on est habitué au délire de Christian Estrosi, il n'est plus un prêt. C'est vraiment, au contraire, je trouve le pire moment pour en parler, mais faisons-le peut-être un moment devant le Parlement. C'est un débat légitime, on peut l'avoir dans ce pays, mais évidemment pas en ce moment. Monsieur Léaumont, Antoine Léaumont. Oui, non, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est pas à nous de faire justice sur ce plateau. En revanche, cette histoire pose une question. Elle pose la question de la circulation des armes, parce que quand vous dites que les armes ne sont pas en libre circulation, dans cette affaire-là, justement, le problème, c'est qu'il y a des armes de tous les côtés. Il y a des armes de la part du braqueur, il y a des armes chez le bijoutier qui n'est pas censé en avoir, et c'est des situations qui, malheureusement, dans notre pays, sont de plus en plus observables. Quand vous voyez ce qui s'est passé à la Busserine à Marseille, le problème, là encore... Les images de la semaine dernière où des hommes armés de Kalachnikov mettaient en jeu des policiers. C'est qu'il y a des armes qui sont en circulation dans notre pays. Enfin, quand même, elles ne sont pas en libre circulation. Non, elles ne sont pas en libre circulation. Mais elles sont en circulation et c'est bien le problème. Il est précisément assez facile en France de réussir à se procurer des armes. Donc, une des missions de la police et des services publics doit être de lutter de manière vraiment vigoureuse contre cette circulation des armes, contre le trafic d'armes, parce que ça donne ce genre de situation quand il y a des armes partout. Et quand vous disiez qu'aux États-Unis il serait un héros, on voit aussi ce que ça donne aux États-Unis, le libre achat des armes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est 10 000 morts par an. Aux États-Unis, il y a une autre conception qui est que quand on entre dans une propriété privée armée, on le fait à ses risques et périls. C'est la loi américaine, c'est pas la mienne. Mais moi, je considère que c'est un problème. Je considère que c'est pas une bonne chose. Oui, eux considèrent que c'est leur conception. Et c'est une démocratie. C'est une démocratie qui vaut la nôtre. On peut ne pas prendre exemple sur ce qui se fait. Non, mais on ne peut pas dicter au monde entier. Oui, effectivement. On a le droit de dire que ça marche pas. Vous faites le tri quand ça vous arrange. On a le droit d'avoir des opinions quand même sur ce qui nous semble bon pour notre pays et ce qui nous semble moins bon pour notre pays. Mais c'est pas de l'arrogance. Non, mais donner de la leçon, etc. Les Américains ont une autre conception des libertés publiques et individuelles. Ça a quelques conséquences quand même. C'est pas de l'arrogance, je ne donne pas la leçon. L'exemple américain a été évoqué. Je considère que c'est un contre-exemple. C'est pas de l'arrogance. Je ne suis pas pour la libre circulation des armes à l'américaine. Je dis simplement qu'il y a une conception de la propriété privée et des risques que l'on court lorsqu'on agresse les titulaires de la dite propriété, surtout avec une arme à la main, qui est totalement ratifiée par une immense majorité. Ça n'a rien à voir avec les armes. Je pense qu'il faudrait comparer les chiffres de la délinquance. C'est la réaction du gars, bijoutier, il a la ras-le-bol, quoi, c'est tout. Comparons peut-être les chiffres de la délinquance aux États-Unis et en France. Je ne suis pas sûr qu'on ait à rougir en fait de la situation. Ce qui est très étonnant, c'est que ce débat s'ouvre avec une histoire héroïque et que certains ici arrivent à la contester et qu'on va conclure ce débat en prenant exemple dans ce qu'il y a de pire ailleurs. C'est quand même tout le paradoxe de notre échange. On ne va pas conclure là-dessus. On a encore deux autres thèmes à traiter. Hugues Rançon, la SNCF, la grève à nouveau aujourd'hui avec un faible niveau de grévistes, 13,97%. Et Guillaume Pépi qui ce matin s'exprimait. Il trouve que c'est impensable que la grève puisse durer jusqu'à cet été. On l'écoute et je vous passe la parole ensuite. Personne parmi les Français, je pense, ne supporterait que la grève morde sur les grandes vacances, et je pense que les cheminots eux-mêmes, qui sont des gens responsables, n'ont pas du tout envie de gâcher les vacances des Français. J'ai dit, ça n'est pas imaginable.
Voilà, ça n'est pas imaginable que la grève à la SNCF puisse se poursuivre. Antoine Léaumont, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui d'ailleurs, conteste le chiffrage de sa manifestation, de sa marée populaire de samedi. Il estime que les médias n'ont pas fait leur travail, que le chiffre qui a été donné par les médias, parfois même le scrutin des avec une méthode scientifique, était 40% en dessous de la réalité. Alors, d'abord sur la SNCF. Quel est le chiffre sur lequel il sera d'accord? Il y a eu plusieurs choses en même temps. Alors allons-y sur le chiffre de la manifestation. Nous, ce qu'on a constaté. Non, mais écoutez, moi j'étais dans la rue. Je ne sais pas qui parmi vous était à cette manifestation. Ah non, ça fait pas la dernière manifestation dans l'hémicycle. Je me suis fait agresser par la CGT. Vous étiez à celle du 26 ? Non, mais la dernière manifestation que j'ai faite pour soutenir la retraite, je me suis fait agresser par la CGT. Moi, ce que j'ai constaté à la manifestation parisienne dans laquelle j'étais et par les nombreuses photos que nous avons reçues sur les réseaux sociaux, puisque nous avions mis en place un dispositif pour pouvoir tweeter les photos de l'ensemble des manifestations en France, il y en avait plus de 190. C'est qu'il y avait du monde partout. C'est qu'il y avait pas de marée populaire. Alexis Corbière. Ah oui, c'était la Coupe du Monde 98, c'est ça. Mais il s'en était excusé. Il s'en était excusé. Ce que j'ai constaté, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Il y a eu une petite irruption, voilà, de marée populaire. C'est qu'il y avait beaucoup de monde et je l'ai constaté dans plein de villes de France par les photos qu'on m'a envoyées. Après, quand vous dites Jean-Luc Mélenchon conteste aussi le résultat des élections, mais absolument pas. Jean-Luc Mélenchon conteste la politique que M. Macron met en place. Nous sommes des démocrates, nous respectons le résultat des élections. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Si vous étiez aussi des démocrates, vous respecteriez le fait qu'il puisse y avoir une opposition dans notre pays. Je le respecte complètement et je vais même vous dire, le mouvement social dans ce pays est légitime et c'est normal que les gens puissent s'exprimer. C'est bien d'entendre dire, parce que quand on entend M. Collomb, on n'est pas sûr qu'il puisse dire que c'est légitime. C'est important de pouvoir considérer qu'un mouvement social a une fin, qu'aujourd'hui l'entreprise mais c'est pas à vous d'en décider. Précisément, c'est pas à vous d'en décider. Que l'entreprise peut être en péril, mais pas le sentiment que ça tarde un peu quand même. Mais non, c'est pas à vous d'en décider, c'est aux gens qui se mobilisent. Vous avez bien un avis. Et ils sont de moins en moins nombreux. Vous le reconnaîtrez ce soir. Ils sont de moins en moins nombreux. Mais vous savez ce que c'est de faire la grève ? Ça veut dire perdre du salaire. Donc ça veut dire que quand vous arrivez à la fin du mois, et les feuilles de paye vont tomber là dans quelques jours. Effectivement, c'est ça faire la grève. Donc peut-être que dans un monde idéal, on peut faire la grève dans l'infini parce qu'on a des gros salaires. C'est aussi s'interroger sur les conséquences de la dite grève. De temps en temps. Dans le monde des gens qui sont payés 1000, 1500, 2000 euros parfois quand ils sont bien payés, et faire la grève, je suis désolé, mais ça veut dire qu'à la fin du mois, on bouffe que des pâtes et que parfois, on n'a pas la possibilité de donner à bouffer à tout le monde. Mais si, enfin, c'est ça faire la grève, monsieur, dans notre pays. Sébastien Chenier et puis Christophe Pierret. Vous allez manger des pâtes tous les soirs. Mais non, mais c'est pas ça la question. Arrêtez votre démagogie. Discutez-en avec les gens qui font la grève. Oh, mais j'ai fait la grève avant eux. Alors, Sébastien Chenier. Sur la mobilisation du week-end dernier, on peut imaginer que cette mobilisation plus faible est due en réalité à deux causes. La première, c'est qu'évidemment, des manifestants peuvent avoir peur des violences. On a encore eu le week-end dernier et que effectivement, ça les retient chez eux. Et puis surtout, c'est l'absence totale de crédibilité des syndicats. Quand vous avez des syndicats qui appellent à voter Emmanuel Macron et qu'ensuite ils vous disent ah bah oui, mais c'est pas bien ce que fait Emmanuel Macron, il faut se mobiliser. Et à un moment, ils sont plus entendus. On a un problème de représentativité syndicale dans ce pays. On a des syndicats. Ah bah oui, la CGT en tête. La CGT en tête, bah oui. C'est bien ce que je vous dis. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous voulez, la crédibilité de la CGT, elle est quand même toute relative lorsqu'ensuite il s'agit de contester une décision. L'intérêt, la question plutôt qui se pose en ce moment, c'est l'une des déclarations du gouvernement, et Hugues Rançon a peut-être des éléments à nous amener. L'État dit il va falloir investir 200 millions d'euros supplémentaires chaque année sur le réseau SNCF. Une fois que l'État reprend la dette de la SNCF, où est-ce qu'il trouve cette marge de manœuvre d'investissement sur le réseau SNCF ? Les gains de productivité, le gouvernement a dit il va falloir trouver des gains de productivité à la SNCF. Où sont-ils ? Quelles sont les propositions que vous faites là-dessus ? Parce qu'on ne comprend plus grand-chose à cette réforme de la SNCF, si ce n'est qu'effectivement le statut du cheminot a été réformé parce qu'il a bien fallu à un moment balancer quelque chose à la vindicte populaire, alors que ce n'était pas la raison du déficit de la SNCF. Et de l'autre côté, la dette est reprise. Mais les gains de productivité et l'investissement sur le réseau, ça vient d'où ? Une réponse courte de Rançon. Je rappellerai à Sébastien Chenu que je ne suis pas membre du gouvernement, ça lui a peut-être échappé. C'est peut-être un vœu de sa part aujourd'hui, et que concernant la réforme de la SNCF qui a été adoptée au Parlement, et je crois avoir vu du haut de mon perchoir que vous y siégiez de temps en temps, elle a été votée, elle a été précisément débattue, on peut être en désaccord, mais que précisément aujourd'hui vous avez un environnement concurrentiel nouveau et que l'enjeu c'est de sauver la SNCF, c'est de traiter la question de la dette, c'est de traiter la question de la qualité de service et de donner des armes aujourd'hui à l'entreprise pour qu'elle puisse affronter ce nouvel environnement. Non mais pardon, je vous ai posé des questions concrètes et précises sur les gens peuvent se poser précisément aussi. Sur la question de la dette, le Premier ministre a fait des annonces. Non, c'est pas ça. L'investissement, les gains de productivité. Et que précisément, les choses sont d'ores et déjà plus productives que la dette. Christophe Pierret, je vous ai pas entendu là-dessus. C'est vrai. Allez-y, c'est le moment. C'est les annonces du gouvernement.
je vois pas où. Non mais ils s'aiment beaucoup, j'ai l'impression. Non, on peut constater. Il y a un moment. Non mais aujourd'hui la grève de la SNCF, la grève de la la grève de la SNCF, c'est pas. Il faut pas retenir le 13%, parce que 13%, sur le taux de grévistes. Non mais aujourd'hui c'est 13% aujourd'hui, mais les conséquences elles sont la veille, elles sont le lendemain, elles sont sur le lendemain. En fait, dans un territoire comme le mien, les Hautes-Alpes, vous avez un TER sur 10 qui circule aujourd'hui. Alors je jette pas la responsabilité sur les grévistes, je dis juste que ça devient une situation insoutenable et qu'il va falloir en sortir. J'espère que les négociations en fait continuent. J'ai l'impression que les négociations continuent et qu'il va y avoir des sorties de crise, que le gouvernement va à un moment trouver une solution avec les agents de la SNCF pour faire en sorte qu'on en sorte, parce que c'est mortifère, je pense, pour l'outil SNCF, c'est mortifère pour certains territoires comme la ruralité qui en fait en souffre le premier. C'est-à-dire qu'à Paris, ça s'organise. Les RER et tout ça, on arrive à peu près à s'organiser. Enfin, c'est une galère sans nom pour les C'est usagers. galère, mais c'est quand même moins galère que d'avoir un TER sur 10 dans les territoires ruraux. Vraiment, j'espère qu'il y a une négociation en cours et qu'en fait, on ne laisse pas pourrir le truc, parce que sinon, Guillaume Pépi, c'est l'impression que ça vous donne. Ça va passer sur l'été. On n'a pas l'impression pour l'instant de voir grand-chose à part ce qui a pu être dit par-ci par-là, mais j'aimerais bien voir en fait l'état des négociations et un peu de fumée blanche quelque part. Que Grandson, vous laissez pourrir la situation ou pas? Je crois qu'elle n'est certainement pas en train de pourrir. Je pense au contraire que le dialogue a été renoué, qu'il y a des réunions de travail avec le Premier ministre, avec Elisabeth Borne, que la CFDT cheminot, que l'UNSA sont en train de revenir justement dans des dispositions où le dialogue est renoué et où on va nécessairement devoir sortir de la crise. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, les usagers en pâtissent, les cheminots en pâtissent et l'entreprise est en danger. Oui, la situation devient terrible. Et il faut en sortir aussi. Et même insupportable. D'accord, mais tout le monde veut en sortir. Oui, tout le monde veut en sortir d'un conflit. Je pense pas. Une palissade doit se dérouler, il doit en aboutir. Ça doit aboutir. Mais je pense pas que ça ira. Je pense pas que les cheminots sont pas irresponsables. Il peut pas y avoir de Je pense pas que ça ira jusqu'à l'été, y compris. Les départs en vacances, ça me paraît inenvisageable. Il y a des gestes, me semble-t-il, qui sont faits par le gouvernement. Et en face, je reprends les propos de M. Mélenchon qui disait « Et Emmanuel Macron va sentir le souffle des manifestants sur sa nuque ». C'est assez agressif d'ailleurs comme discours, mais bon, il n'a rien senti du tout, le président de la République, parce que qu'on le veuille ou non, la convergence des luttes est un échec. Fonction publique totale. SNCF, il y a de moins en moins de grévistes. Donc, je pense que les syndicats, qui sont des gens responsables, vont essayer de sauter sur l'occasion qui leur sera donnée. De sortir du conflit. Ah ben moi oui, mais eux non. Ah bon? Ah ben c'est pourtant ce après quoi ils ont pris depuis 2 mois. La problématique, c'est le service public, c'est le ferroviaire, c'est quel avenir pour le service public. Il ne va pas sortir en très bel état, le service public, en effet. Dans notre pays, c'est ça les grandes questions. Oui, expliquez ça à la CGT. Non mais là vous faites de bien sûr. Antoine Léaumont. Allez-y, Antoine Léaumont. C'est marrant parce que depuis le début, il y a un grand absent du débat et pourtant, il est le responsable de cette situation. Il s'appelle la Commission européenne, qui est celle qui exige qu'on fasse la libéralisation du rail d'ici la fin de l'année et pour le transport de voyageurs. Voilà, c'est ça. Donc, cette mesure, qui n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, je tiens à le préciser au passage, parce que quand il nous dit « je fais ce que j'ai dit », les paquets ferroviaires ont été votés par les socialistes. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, que vous mettez en cause tout à l'heure, a voté contre. Je vous mets à l'aise. Vive la concurrence. A voté contre. Et en terminons-en avec les monopoles et les rentes. Alors, vive la concurrence. Vive la concurrence sur le rail. Vous avez vu ce que ça donne en Angleterre? Ça se passe pas si mal. Ça donne des trains qui n'arrivent pas à l'heure. En Allemagne, parce qu'en France, c'est vrai qu'ils arrivent toujours à l'heure. Mais bien sûr, ils arrivent plus à l'heure en France qu'en Allemagne où il y a déjà la concurrence. Et en Allemagne, un billet de train pour faire 500 km, il coûte 2 fois plus cher. Vous ne convaincrez personne. Jean-Claude, je voudrais terminer sur un chiffre extrêmement important. 1 million de Français ont arrêté de fumer en un an. Je veux bien que vous arrêtiez et m'écoutiez sur le tabac. Je suis sûre que vous allez vous en réjouir. C'est énorme. 1 million de Français ont arrêté de fumer en un an en raison de la hausse du prix du paquet et sans doute du paquet neutre. Alors il faut aller plus loin, les Grandson. Il faut taper encore Déjà, plus je crois fort. qu'il faut pouvoir s'en féliciter. Ouais. Aujourd'hui en France, 200 morts par jour, c'est colossal. Que Jacques Chirac, et j'y avais travaillé à ses côtés, avait lancé en 2002 un grand plan cancer, et la lutte contre le tabagisme était évidemment au cœur de cette action. Aujourd'hui, ce sont les fruits de cette politique déterminée de hausse des tarifs, bien sûr, et nous avons décidé de passer le paquet à 10 € en 2020. Il faut c'est aller douloureux jusqu'où? évidemment Allez, 20 pour les euros. faits, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des mesures qui nous empêchent, qui permettent justement d'empêcher aux jeunes de commencer le tabagisme, toutes les mesures de prévention, l'accompagnement des fumeurs dans leur arrêt, le développement des cigarettes électroniques. Bien sûr, c'est un mouvement
de fond, c'est un mouvement d'ampleur, mais aujourd'hui qu'un million de Français en un an aient cessé le tabac, je crois que c'est une mesure dont Quelqu'un n'est pas d'accord là-dessus ou pas? On peut se féliciter. Non, personne. Non, mais il faudrait pas que ça devienne une rente pour l'État, l'augmentation du prix du tabac. La révolution de la cigarette électronique est probablement pour quelque chose, en plus des politiques publiques de santé, évidemment. Et c'est bien quand ça va dans le bon sens, il faut le dire. Il y a une réflexion sur le prix, que ce soit des cigarettes ou des alcools. Vous avez vu ce qui se passe en Irlande et ailleurs, pour fixer un plafond ou un plancher plutôt. On se rend compte que tous les plans de tabac, intéressant. La seule chose qui marche, c'est quand on... C'est le prix. Et ben voilà, il faut taper. Il y a le paquet. C'est la complémentarité dans les politiques publiques. Allez-y, rapidos. Et la constance de l'engagement. Ça peut pas être la seule solution, c'est-à-dire il suffit pas juste d'augmenter le prix du paquet. Vous créez du trafic, c'est ce qu'on vient de dire. Je suis élu d'une zone frontalière, vous créez du trafic avec la Belgique. Nous on avait proposé de rembourser les choses qui permettent d'arrêter. Les substituts du tabac. Les substituts du tabac. Et donc si on veut vraiment faire en sorte que les gens ils arrêtent de fumer, il faut que ça soit un mouvement de fond et il faut que ça soit un choix. Quand les gens ils arrêtent de fumer, on est d'accord. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce punchline. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a semblé convaincant, que vous êtes content de ce que j'y ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager cette vidéo. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires. Et puis, si vous passez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite aussi à vous y abonner. Ça se passe quelque part par ici. Et puis, à cliquer sur la petite cloche parce que comme ça, vous recevrez des notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!